Moorea, en Polynésie française. C'est ici que Noémie et Patrick, qui se sont mariés à la mairie de Marseille en juin dernier, ont choisi de passer leur voyage de noces. Noémie est femme au foyer, Patrick est agent de maintenance à la SNCF. Ils ne sont pas millionnaires et c'est avec l'aide de tous leurs amis qu'ils ont pu s'offrir ce voyage d'une vie. Et aujourd'hui, ils vont renouveler leurs vœux sur la plage, une cérémonie traditionnelle de mariage polynésien. Et ça commence par l'essayage des tenues. Pour Noémie, pas de robe de mariée, mais un simple paréo en blanc. Bonjour madame. J'ai un peu caché parce que tout à l'heure c'était... Oh, t'es canon, hein? Allez. C'est bon, je peux t'épouser. Français? Noémie est partie se faire masser, Patrick part avec les hommes. Comment tu t'appelles? Patrick. Patrick. Ah. Dans ce faré, Patrick va aussi découvrir son costume. Ah ouais, ouais, là je suis nickel. Là. L'autre, c'est la tâche traditionnelle. Après, on tire. Ça, c'est l'autre tâche traditionnelle, tu vois? Ouais, je le trouve un peu plus agressif celui-là. Après le costume, il y a les danses. Ça va venir, comme un peu d'entraînement. Dernière petite touche. Patrick est maintenant prêt pour aller rejoindre sa promise. Je la vois en face là. Oh hello, we are ready. Aéroport de Tahiti. Une équipe de gendarmes part en mission. Ils partent en guerre contre les producteurs de cannabis. Une activité en pleine croissance aujourd'hui en Polynésie. Et le meilleur moyen de repérer les plantations, c'est l'hélicoptère. Il faut juste être très attentif. On part pour 40 minutes de repos. On ouvre les yeux. Sur le GPS du capitaine Drouot, les coordonnées des précédentes plantations découvertes. Au total, 130 000 pieds de cannabis ont été arrachés l'an dernier en Polynésie française. Voilà, sur la gauche, pour moi, il y a plein de plantations là. D'après le GPS, il y a beaucoup d'anciennes zones là. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, donc la zone traitée avec le campement était juste ici. A priori, c'est pas réoccupé. Hein. Donc là, on voit bien les anciennes traces de la plantation. La culture en étage. On l'a bien nettoyé, a priori, ils sont pas revenus là. Donc c'est un point positif pour les enquêteurs. Et pour nous. Donc un petit virage à droite et on repart. Ouais. Je m'éloigne. Ici, le cannabis s'appelle le pacalolo. On prononce paca. Donc on remonte la vallée comme ça. Ouais, voilà, c'est pas mal. Voilà, on pourrait peut-être observer derrière la zone incendiée, il pourrait y avoir du paca. Voilà, la zone incendiée est là. Les cultures n'ont pas repris. Alors la patrouille doit chercher de nouveaux champs, plus loin et mieux cachés. Mais pour les débusquer, le pilote doit frôler les arbres. Là, ça va, mais pas plus bas quoi. Ouais. C'est beaucoup plus difficile pour l'hélicoptère d'approcher, donc les planteurs nous créent des difficultés supplémentaires. Ouais, la zone est pas mal, hein. Il y a des cascades, il y a un cours d'eau, il y a tout ce qu'il faut là. On voit bien, mais il n'y a pas de paca pour le moment, il n'y a rien. Ouais. Bon là, la vitesse est excellente. Maintenant, il faudrait trouver du paca. Un point d'eau, des bâches colorées sous les arbres, les gendarmes sont à la recherche du moindre indice. Là, c'est
C'est dans l'ombre. Voilà, là, il y a une clairière là, je sais pas si tu la vois. Ouais, je la vois. Je l'ai retrouvé justement. Il y a un truc en étage là, juste en dessous là. Ouais, il y a un truc énorme là. Ah oui, a priori intéressante. Intéressante, et on a la clairière à 50 mètres à côté. À droite pour 10 mètres. Bingo! C'est Paca vertical là. Paca. Ah ouais, il y en a plein là. Je demande aux plongeurs et aux gendarmes de venir à la porte. Le plongeur, c'est celui qui assure la descente. Plongeur. Ok, ils sont tous les deux ok, je les monte à la potence. Plongeur à la potence, plongeur en descente. Ici, au Tiki Village, se sont aussi mariés le comédien Dustin Hoffman, le chanteur Carlos ou encore Eddie Barclay. Tu te trempes dedans. Tapo tēnā tia tune e oru e te mhana, e te paptitoa tune e oru e rotopu i te pumara o te manu e tō matawha, maruru e maruru. S'ils l'avaient voulu, Noémie et Patrick auraient même pu se marier devant le maire de Mooréa, car depuis 2009, pour relancer le tourisme, une nouvelle loi permet aux couples non polynésiens de se marier officiellement en Polynésie française. Je me sens bien, c'est super, hein, franchement, une ambiance, on est à l'aise. Hein, Ah, c'est génial. c'est génial. Ce mariage traditionnel avec 40 danseurs leur a coûté 1 600 €, nuit et petit déjeuner compris. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça s'est passé comment? Ah, super. Ils sont géniaux. C'est génial. C'est comme ça que tu as imaginé, non? Oui. Ah ouais. C'est encore mieux même, parce qu'il y avait des petites surprises en plus. Ouais. Et je crois qu'il y en a encore, d'après ce que j'ai entendu. Hein? Ouais. Encore des surprises? On va voir. Et à droite pour 2 mètres. À droite pour 1 mètre. Ça vous en descente, passe la mi-hauteur. Vertical la zone, il rentre dans les obstacles. Plongeur en descente dans les obstacles, mode vertical. Dans la forêt tropicale, 5 gendarmes investissent la plantation de Pakalolo. Musical 23, là, donc je confirme campement avec élément d'identité de l'individu, son chien est encore présent. Ok, merci, à la prochaine. Allez les gars, on va commencer l'opération. C'est quoi ça? Ben, ça c'est le poste radio de l'individu, apparemment il était sur place, il écoutait la radio. Donc là on va faire l'environnement, on a trouvé un beau campement. Le ou les trafiquants viennent juste de déguerpir. Le riz est encore chaud. On se croirait en Colombie, mais ce n'est pas de la coca, mais du cannabis. Vous allez me compter les plants de paca là. Les pousses d'abord, ok? Vous y allez à 3 parce qu'il y en a beaucoup. Les plants de paca sont bien présents, en quantité importante. Et tout ce qui est dans les pots là, vous les comptez, hein? Sur cette petite table, il y avait 600 pousses. C'est pas mal, ouais. C'est rare, hein. La plantation est très professionnelle. C'est la pépinière. 600 pousses. Putain, mais il y en a partout du paca, hein? Ah, loupez rien les gars. Hein. Le climat tropical permet plusieurs floraisons par an. La récolte a eu lieu à la fin du mois de juin peut-être. Et là, il a remis en terre des plants qui vont produire les prochains pieds de paca qui seront à la vente en mois de septembre-octobre. Qui auraient été mis en vente. Les gendarmes ont découvert une belle plantation. En haut, il y a des branches, Mais la j'ai vu, question il y est de a savoir qui se cache derrière. Donc là maintenant on va procéder aux phases judiciaires on va dire, pour trouver des traces et des indices sur l'individu. À l'entrée de la cabane, une chambre à air intrigue un gendarme. Non, oui, c'est son truc de boxe. C'est quoi ça? Un sac de frappe. C'est un sac de frappe. Visiblement, le ou les trafiquants passaient du temps ici. Petite cigarette, petite pipette artisanale avec une canette de soda. Nous sommes à 5 heures de marche du premier village.
quelques outils, couteau, briquet. Il y a le CD dedans. On peut le prendre pour les empreintes? En haut, il y a les broches, c'est lui qui les a coupées avec le... Avec le boîtier, ouais. Ouais, si, ouais. Ça peut être pas mal pour prendre les empreintes, ça. Et très vite, bonne pioche pour les gendarmes. Ça, c'est bon. Des numéros de téléphone? Ouais, excellent. Le numéro de téléphone. Maman. Donc en plus de produire, il devait consommer et revendre. Ça, c'est sûr, maintenant, avec tout ce qu'on a trouvé ici, c'est un bon client. Donc. Sur place, les gendarmes ne trouvent que 25 €. Une misère car en fait, le stock découvert vaut une fortune. Alors ici, la justice, même si ce sont des preuves, autorise la destruction immédiate des plantations et de la drogue. Le meilleur moyen de décourager les trafiquants. Ouais. Ouais. Sur cette plantation, il y avait 1500 pieds. En devenir, mettant des pieds d'1 mètre, un pied d'1 mètre se revend dans les 400 € à peu près, en valeur marchande. Donc là, si on fait un calcul rapide, ça fait pas loin de 600 000 € en chiffres possibles pour une plantation de cette nature. En Polynésie aujourd'hui, l'économie souterraine de la drogue supplante celle du tourisme. À Moorea, Noémie et Patrick découvrent maintenant leur faré nuptial. Mamma mia, comme on dit à Marseille, pas possible. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ce soir on va faire couler le faré. Ah, je me crois deuxième film, moi, là. Bienvenue au paradis. La Polynésie, c'est un grand parc naturel planté au milieu de l'océan. Plusieurs archipels qui mélangent forêts tropicales, plages paradisiaques et atolls isolés. Les îles Marquises, l'archipel des Tuamotu, Tahiti, Bora Bora, des noms mythiques pour des vacances de rêve. Un endroit préservé du tourisme de masse. Depuis Paris, avec un billet d'avion à plus de 2000 €, il vous faudra 22 heures de vol pour atteindre ce pays d'outre-mer de 118 îles qui s'étend sur un territoire vaste comme l'Europe. La plus grande île, c'est Tahiti et sa capitale, Papeete. Une ville sans exotisme particulier, avec ses quartiers populaires, ses artères commerçantes et sa grande zone portuaire. Ici, c'est le rêve du voisin américain qui est dans toutes les têtes. La culture rap, la société de consommation, les grosses voitures, malgré la pauvreté, en hausse. Alors la carte postale en a pris un coup, et c'est la nature qui trinque. Un patrimoine exceptionnel, aujourd'hui en péril. Vous découvrirez comment Guy Jacquet, véritable sentinelle de l'environnement, se bat pour sauver le paradis. Allô, ministère? C'est Jacquet. Est-ce que le ministre est là? Et vous verrez que l'environnement, justement, c'est un dossier qu'Oscar Temaru, le président polynésien, aborde avec des solutions très surprenantes. Et c'est écologique comme procédé? Oui, tout à fait. Et pendant que le mythe du paradis s'écorne, la réalité des paradis artificiels prend de l'ampleur. L'alcool et la drogue font des ravages chez les Polynésiens. Quand c'est un touriste, tout ce qu'on fait, on augmente le prix. Vous suivrez le travail de Dominique, gendarme sous les tropiques, ce n'est pas les vacances. On s'est déjà vu, nous. Et ici, on n'a pas vraiment peur du gendarme. En Polynésie, entre la plage et l'hôtel, les touristes séjournent dans une immense carte postale. Nous allons vous raconter le Tahiti d'aujourd'hui. Un étonnant voyage, loin des clichés et des photos souvenirs. Tahiti, 7 h du matin, au port d'Aroué. Guy Jacquet, la sentinelle de l'environnement, part en expédition. Obligé. On va maintenant? Et il appréhende un peu ce qui l'attend. Comme je n'aime pas tellement le bateau, je n'aime pas du tout l'avion. Alors le bateau, ça va, ça peut aller moyen. Ce retraité d'un institut de recherche a le mal de mer. Pourtant, il embarque avec un groupe de pêcheurs pour une longue journée sur l'eau. Cap sur l'atoll de Tetiaora.
Une menace pèse sur cette île. Ce sont les pêcheurs qui ont prévenu Guy. Les pêcheurs, s'ils appellent, c'est pas pour rien. En allant sur place, je vais vraiment l'état des lieux. Parce que c'est bien d'entendre parler, mais lorsque tu vois sur place, c'est mieux. L'atoll est à 2 heures de bateau de Tahiti. Et ce n'est pas n'importe quelle île. C'est un joyau connu dans le monde entier. Une île achetée par Marlon Brando, qui en a fait sa propriété privée. Dans son petit paradis, il n'avait fait construire que 12 bungalows fondus dans la nature. On arrive là, hein? C'est grand quand même, hein? Ouais. Mais voilà, incroyable, des engins de chantier sont en train de creuser la barrière de corail. Guy n'en revient pas. À casser là? Ils sont en train de saccager la denture là. C'est pas normal. T'as creusé. Un chenal, un chenal. Le corail est une matière vivante qui se développe en anneaux autour des îles tropicales. Des millions d'années sont nécessaires pour que se forme cette barrière. Et dans le lagon, une vie sous-marine fragile peut s'épanouir. Première découverte, une brèche dans la barrière de corail. Il n'y avait que les pêcheurs pour avoir remarqué ce qui se passait sur cette île lointaine. Mais maintenant, Guy va prendre l'affaire en main. Sa méthode, c'est de tout constater par lui-même. Et dès son arrivée, les ouvriers prennent la fuite. Là, il se barre carrément. Il se barre d'ardard, là. Ils vont vite se planquer là. Et on comprend pourquoi. Guy découvre un désastre écologique. Ici, on voit bien les cailloux, c'est pas naturel, c'était une cassure. Et tout ça, c'est. On le voit avec tous les coraux autour qui ont été mis de côté, ce sont des coraux qui ont été cassés à la drague. Là, ça a été cassé. Voilà. C'est quand même dommage. Hein? Ce qui est détruit ici, c'est le platier, une étendue rocheuse recouverte de coraux. Tiens, ce platier-là, ça a mis des centaines d'années à se constituer. Là, on parle de développement du pays, tout ça, et on est en train de saccager nos îles. Un grand groupe hôtelier locataire de l'île projette d'y construire un complexe paradisiaque. Un chantier de 100 millions d'euros pour lequel les autorisations ont été obtenues. Mais Guy Jacquet n'est pas d'accord. Ces sociétés privées qui ont eu l'aval de construire un hôtel se permettent de détruire les récifs plongeants, tout ça, gratuitement, et avec la bénédiction ou alors la passivité des responsables des services du territoire, du ministère de l'Environnement. On peut construire des hôtels, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en évitant de dégrader l'environnement. Ça, c'est irréversible. Bon, franchement, ça me met dans des colères terribles. Hein. 1 heure plus tard, le bulldozer est de retour. Chef, il vient chercher 2 ouvriers débarqués sur la barrière de corail. Et pour quelle société ça? Laquelle, là? Bon, Jacquet. Commission environnement. Je représente les associations de protection de l'environnement. Vous parlez autant de nous, il y en a pas de moi. Non, t'as été. Il ne veut pas répondre. Je l'ai interpellé, vous demandez c'est quelle est la société. Il ne veut pas répondre, il s'en même très énervé. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il dit, moi, j'ai le droit d'être ici. Ici, c'est le récif plongeant, ça appartient au territoire. C'est domaine public. Car le chantier est sur le domaine public et doit répondre à certaines règles. Et même si le gouvernement polynésien soutient ce projet, il inquiète tous ceux qui viennent travailler sur l'île, comme ce pêcheur à pied. On vient chercher notre garde-manger, c'est pas du massacre. Parce que les poissons ils vont commencer à partir aussi, et qui dit aussi qu'ils vont pas être empoisonnés. C'est pas l'impact qu'il va y avoir. Quand le corail est détruit, une substance très toxique pour les poissons se développe, les consommer devient même dangereux. Aujourd'hui, il n'y a plus que les pêcheurs pour défendre la mémoire de Marlon Brando, qui souhaitait par testament que son paradis reste intact. Ah ben là, je pense qu'il est en train de tourner dans son cercueil, le père Marlon Brando. Il est en train de tourner. C'est décidé. Guy Jacquet va alerter George Anderson, le ministre polynésien de l'Environnement. Je demande de rencontrer Anderson. Hein. Dès qu'on arrive demain matin, je demande à rencontrer Anderson avec les pêcheurs, les associations de Haroué. On le rencontre et puis je dépose une plainte. Soit il vient là-bas à la coopérative chez les pêcheurs, soit on va le rencontrer chez lui.
Quelques jours après cette visite, le groupe hôtelier a déclaré aux pêcheurs que leur projet n'était que de construire un quai de 50 mètres. Mais Guy et les pêcheurs n'en sont pas convaincus. Il va déposer plainte contre le groupe hôtelier. Une plainte parmi les dizaines qu'il va déposer cet été. La vie au soleil, tout le monde en rêve. D'autant plus qu'à Tahiti, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Mais il n'y a pas non plus d'allocation chômage ni de RMI, alors que le taux d'inactivité atteint 20% et que la crise économique frappe aussi sous les cocotiers. Du coup, pauvreté, désœuvrement et désenchantement gagnent la population, quand ce n'est pas plus grave. Et ceux qui sont en première ligne, ce sont les forces de l'ordre. Nous sommes dimanche et la journée commence pour Dominique, un gendarme mobile de 38 ans originaire du Pas-de-Calais. Au menu, une patrouille de prévention dans une vallée à la périphérie de Papeete, sur l'île de Tahiti. Alors ici, c'est les rassemblements de voitures boum boum. Les voitures boum boum, c'est le dernier loisir à la mode. Allez, on va aller faire un tour. Au fond d'une vallée, tous les week-ends, des passionnés se retrouvent pour une compétition d'autoradio surpuissant. C'est bon enfant, mais parfois, l'ambiance monte. Il y a l'alcool qui circule et autres produits stupéfiants. Et on fait de la prévention, on montre qu'on est là, qu'on gagne le terrain. Bonjour. Là, il y a du branchement, là. On discute avec eux, on leur demande des fois de baisser un peu de son parce qu'il y a des enfants qui sont en première extrémité et on fait la prévention pour tout ce qui est tympan, ainsi de suite. Et il y a du travail. Et tu fais ça depuis combien de temps là, ici? Moi ça fait depuis petit quoi, ouais. Depuis que j'ai mon permis quoi. Et là t'as investi combien d'argent là-dedans là, 2 millions. 2 millions Ouais. 2 millions de CP? Soit 18 000 €. 14 batteries. 14 batteries? Et elles sont où les 14 batteries alors? À l'intérieur. La compétition a des règles assez simples. Comment on fait pour gagner Pour gagner, il faut que tu aies l'oreille saute. L'oreille comme ça. Sitôt la patrouille hors de vue, l'alcool est de nouveau de la fête, mais Dominique a marqué des points. Vu que les gendarmes ils s'amènent tout le temps, quoi. C'est que maintenant les gens ils savent qu'il faut aller un peu doucement maintenant. Ah, parce que c'est sûr en sortant, ils vont être quelque part, mais je sais pas où. Mais ils vont être quelque part. Dominique consacre du temps à la prévention, mais le soir, il est moins conciliant, car les situations peuvent vite dégénérer. Avec l'alcool, les Tahitiens ont le sang chaud. Les manèges ici sont vides, mais par contre à punching ball ça attire les foules, parce qu'ici ils sont friands de bagarre. Je préfère qu'ils s'amusent à faire ça sur un punching ball, qu'après taper parce qu'il y a une bagarre, ou bien il y a le tanné qui tape sa vainée, ou des trucs comme ça, pour avoir un différent conjugal, quoi. Enfin c'est malheureux à dire, mais c'est ce qui se passe ici, quoi. Cette nuit, Dominique patrouille à Faa, la commune voisine de Papeete. En 15 ans, il en est à son 3e séjour en Polynésie. Dominique a vu le durcissement. 93, c'était vraiment, bon pas la carte postale, mais c'était vraiment paradisiaque. 99, ça avait commencé un peu les changements, mais là en 10 ans de temps, tout ce qui est phénomène d'insécurité, tout ça, même chez les habitants, c'est monté parce qu'on peut les voir maintenant. Toutes les maisons pratiquement sont barricadées. Avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toutes ces barrières-là, les chiens, les pitbulls, pierres, tout ça, il n'y avait pas. Oui, le DSUFA. Il est 22h30, la patrouille reçoit un appel d'urgence du Corge, le centre qui coordonne les interventions des gendarmes. T'es où? Ok, on va tâcher de retrouver ça et de s'y rendre. Il y aura une bagarre, mais limite générale avec femmes, gosses, hommes. Première difficulté en Polynésie, trouver son chemin. Pour le RDO, là, déjà. Et ensuite, on va chercher. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. C'est des servitudes, voilà, et après c'est débrouille-toi. Quand tu montres entre Total et Champion, il y a l'école au fond sur la gauche.
Et à première vue, au contrebord, il y aurait une baston. Il y a un chemin, il faut le descendre. On va le descendre jusqu'au bout. On verra, hein. Si tu veux. Attends. Découvre arrière. Ouais, ce sera le prochain à gauche, normalement. T'avais pas envie. Bon. Fais gaffe, là. Voilà. Ouais. On verra bien. Et à un moment ou à un autre, on tombera sur quelque chose. Denis Coiffure, les flairs. Après 20 minutes, les gendarmes trouvent enfin. Allez, gars. C'est chez moi, mari. Ton mari dehors. Je veux pas le voir. C'est bien beau. Une femme semble avoir été mise à la porte de chez elle. Allez. Oh. C'est pas qui sort. C'est pas la peine de crier comme ça dans le Mais non, parce que j'essaie de lui faire comprendre, mais elle veut pas comprendre. Criez pas. Depuis tout à l'heure, j'essaie de lui faire comprendre qu'elle n'est pas chez elle. On y va. Tu veux qu'il sorte. Ben quoi alors? Dans ce quartier populaire, les disputes sont fréquentes et souvent indémêlables. Le jeune homme qui était là à l'escalier, c'est quelqu'un de la famille aussi? C'est le fils aîné, d'accord. À cause de quoi? De ta merde, Les gendarmes tentent de comprendre ce qui se passe. Non, elle dit dans son terre ou elle fait oui comme ça, et au point de taper sa fille. Benoît, le collègue de Dominique, comprend enfin que la femme restée dehors est la mère des enfants qu'elle vient de frapper. Elle vous a frappé avec quoi? Elle m'a cogné sur la tête. Tranquille. Restez là. Elle vous tape souvent dessus? Je veux pas rester à côté de toi. Ouais, je pense que là, vous avez gagné votre soirée. C'est vrai. Ils sont tellement bien, les enfants, qu'ils préfèrent être dans la rue. Hein? Parce que c'est touché la faute des parents. Ben, je pense que quand même, hein. Ouais, c'est jamais de la faute de toute façon. Et qui est-ce qui a tapé la jeune fille, là? C'est pas vous qui l'avez cogné sur la table? Bah si, c'est moi. Alors? Pourquoi? C'est une conduite, ça? C'est une conduite, ça? C'est pas parce qu'on leur tape dessus qu'ils apprennent. Ça se saurait ici, hein. Même si c'est vous la mère, vous n'avez pas à taper sur les gosses, hein. Eh ouais, le jour où vous la blesserez, direction cachot. En fait, la mère violente a été sortie de son appartement par sa sœur et son beau-frère pour protéger ses enfants. Moi, je vais crier plus fort aussi. Seulement qu'Armand n'était pas là. Parce que voilà. Il va te dire que t'es dans la montagne. Ouais, mais là, on n'avance pas, là. Là, on n'avance pas. Pour l'instant, non, si vous arrêtez de crier, elle se calmerait peut-être aussi. C'est toi qui as foutu la main. Il y a de l'ambiance, hein. Tu sais pas qu'on t'occupe. Déjà, t'as tapé ta fille. À cause de toi. Vous allez vous calmer, vous voulez pas que vous lui foutez les jetons maintenant? C'est à cause d'elle. Non, maintenant vous vous calmez ou je vous emmerde. Seule solution, éloigner les enfants de leur mère. Mais elle ne lâche pas le morceau. S'il vous plaît. Oh, et je vous ai demandé de rentrer chez vous. Je vous ai demandé de rentrer chez vous. Non, je suis désolée. Non. Rentrez chez vous. Non. Ouais. Alors que c'est elle Vous remontez chez vous. qu'elle a vis-à-vis de mes enfants. Ouais. Vous n'avez rien compris. Ouais. Allez. J'ai peut-être vu, mais vous n'avez rien compris. C'est permanent. Tous les soirs, on intervient sur des comme ça, sur différents familiaux, et on se demande pourquoi. L'alcool, sans doute. Ouais, ils consomment. Dans les week-ends, ils sont toujours comme ça. Elle dit n'importe quoi, mais vous voyez pas? Oh putain! Voilà. Excuse-moi, chérie. Les mots de la fin, et vous regardez ça de main. Là, tu me fais mal. Allez. Pardon, chérie. C'est bon. Bisous. Pardon, chérie, s'il te plaît. Les gendarmes vont emmener les enfants chez leur grand-mère. C'est toujours comme ça? Toujours comme ça. Et quand c'est comme ça, avec l'alcool, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de limite, quoi. Mon bébé. Je préfère les voir heureux ici avec vous que là-bas et puis se taper dessus. Ok, merci. La patrouille reprend dans un quartier chaud de Papeete. Fais gaffe, il y a de la canette. Hein. Parce que là, il y a du crétin. Ouais. Comme ça, c'est mieux. Allez, bonsoir. Allez récupérer le point des banlieues, mais avec 20 ans de retard, quoi. Maintenant, c'est les bandes de quartier, quoi.
Et dès qu'il y en a qui descendent d'un quartier pour empiéter sur le suivant, généralement, il y a des petites bastons, quoi. Mais par contre, c'est pas les bandes de la Seine-Saint-Denis ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'armement, c'est juste au point, quoi. Mais enfin, ils arrivent à faire suffisamment de dégâts quand même. Quelques mètres plus loin, un jeune homme est mal en point. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oh, oh, ici, ici. Restez assis, restez assis. Ça va? Vous êtes fatigué ou vous avez consommé ou vous avez eu un problème? Vous avez eu un problème là? Vous avez une blessure à la jambe? Vous avez fait une chute ou vous avez eu un règlement de compte là? Avec votre femme? Ça va aller pour rentrer aussi? Ouais? Ouais, mais faire attention avant de traverser. À Papeete, l'alcool fait des ravages. La foire, ouais. La fête foraine, on y va. Mais le plus gros souci de Dominique, c'est le trafic de drogue. Et il a un dealer dans le collimateur. Guy, la sentinelle de l'environnement, est rentré de l'île de Marlon Brando. Eh, bonjour, Yolanda. C'est pas qu'ils jettent les ordures là dans la rivière? C'est tout le monde. Tout le monde et personne. Ok, c'est le monde. Et à Tahiti, ses premiers adversaires, ce sont les Tahitiens eux-mêmes. Car visiblement ici, personne ne se soucie de la saleté de l'île. La commune normalement peut accéder par des camions. Pourquoi on loue ces ordures-là? Personne ne ramasse là, regarde ça. Ça fait des années que c'est là. Les maires des communes sont responsables de l'hygiène de la salubrité. Pourquoi est-ce que les maires ne font pas leur boulot? Nos rivières ne sont pas des dépotoirs. Tout ça, ça va à la mer. La mer ne peut pas absorber des tonnes de déchets. Un jour, elle va se rebeller, elle va dire hey, mes enfants, vous êtes en train de me violer là. Et ça, on ne le montre pas aux touristes? Ah, on ne le montre pas, il n'y a que moi qui le montre. Parce que ça fait honte. Hein. Si on est sale, on ne va pas montrer un pays sale à des touristes. Ils vont nous faire de la mauvaise publicité. Les encombrants, les touristes n'ont pas besoin d'aller très loin pour les trouver. Dans Papeete et sa banlieue, pas une rue sans ses épaves et ses tas d'ordures. Cet après-midi, c'est sur une autre affaire que Guy se rend. Des habitants d'une vallée de Tahiti viennent de l'appeler. Ils ont un problème. Cette fois-ci, pas de grosse multinationale qui s'attaque à la barrière de corail, mais une petite entreprise locale qui aurait détourné illégalement une rivière. En attendant Guy, Marie et sa voisine préparent leur plainte. Infraction commise. 1. Code de l'aménagement. Extraction souterraine d'autrui par l'entreprise sans autorisation des propriétaires. Marie a perdu son grand-père lors d'une crue de cette rivière, alors elle est inquiète. Est-ce que vous avez peur que vos maisons soient menacées par... Ah oui, bien sûr. On a peur que, surtout la grande rivière, il se peut qu'il y aura une grosse pluie, ça va déborder, ça va venir par là. Mais si ça déborde ici, alors c'est nous deux qu'on va entraîner dans la rivière. Hein. Surtout j'ai un mari invalide, toi. Oui, il se déplace à mon aide, toi. Marie a téléphoné à Guy il y a 2 jours. Elle l'a vu plusieurs fois au journal télévisé polynésien. J'agis de façon gratuite. Hein. Je ne suis pas payé, j'ai aucun budget. Mais je me débrouille. Je ne vais pas pleurnicher pour avoir un budget pour payer les gens. Je me débrouille. Mais je suis indépendant. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je tape. Quels que soient les gens en face. J'agis souvent, je me substitue. On a des autorités qui souvent ne font pas leur boulot. La technique de Guy, c'est le harcèlement judiciaire. Il monte des dossiers avec des Polynésiens dont il s'improvise porte-parole. Carrément est là. Hey. Et comme toujours, Guy veut constater par lui-même ce qui indigne Marie. C'est à 15 minutes de 4x4 dans la vallée de Mahaina. Et une fois de plus, le crime écologique se commet loin des regards. Tout est là-bas. Hein? Tout simplement que les conteneurs... C'est pas la rivière, ça c'est l'autre côté de la rivière. Ah bon? Là. Il n'y a pas de rivière là. Il n'y a pas de rivière, c'est là-bas. Donc ils ont dévié. La rivière est détournée vers la droite par cette digue de cailloux, alors qu'auparavant elle s'écoulait à gauche, vers le fond de la vallée. L'entreprise en cause veut vendre les cailloux du lit à sécher comme matériau de construction.
Il n'y a pas d'autorisation d'extraction. Non, mais il a été demandé, mais on n'a pas encore donné Il a fait la demande, mais l'autorisation n'est pas arrivée, quoi. Attends. Et sur ce terrain qui lui appartient, l'entreprise a commencé à défricher pour installer un concasseur. Est-ce qu'il a demandé les autorisations pour faire les travaux de terrassement? Là, déjà, là, un défrichage comme ça, arrivé à une certaine superficie, il faut une notice d'impact ou une étude d'impact. Et tant que j'aurai un souffle, je continue le combat. Puis j'ai pas peur. Avant d'aller porter plainte, Guy veut savoir si l'entreprise incriminée a vraiment conscience de l'infraction. De retour chez lui, il tente sa chance au téléphone. Parce que c'est Guy Jacquet, l'écologiste, là. On est monté dans la vallée de Mahaïna avec tous les riverains et les médias aussi. À l'autre bout du fil, c'est la femme du patron. Elle connaît bien le dossier, mais visiblement, elle ne comprend pas très bien ce qui lui est reproché. Nous, on a acheté le terrain, mais on ne sait même pas où sont nos limites. Vous avez commencé donc les travaux sans connaître les limites de votre terrain, au niveau cadastrage? Franchement, oui, parce qu'on n'a pas retrouvé les piquets. Mais franchement, on pense avoir bien fait les choses. Quand tu abats une grande superficie d'arbres, ça a un impact sur l'environnement. Quand tu as 3000, 5000 mètres carrés et tout ça, ça peut avoir un impact sur l'environnement, ça peut changer carrément le secteur. Ce sont les riverains qui ne vont pas être contents. Ce sont les riverains qui ne vont pas être contents. Nous, c'est un terrain qu'on a acheté, donc c'est pas du tout dans notre intérêt de saccager. Inconscience ou irresponsabilité, l'entreprise mise en cause semble découvrir sa faute. Pour Guy, pas d'hésitation. Il faut déposer plainte. C'est sa seule arme. Moi, je viens pour déposer des plaintes. Il y a des modèles? Pour avoir détourné la rivière, l'entreprise incriminée risque jusqu'à 120 000 € d'amende. Des plaintes de riverains sont déjà là. Il y a 7, 8. 8 plaintes. C'est beaucoup pour une entreprise, c'est pas beaucoup. Ça arrive souvent que l'entreprise ne respecte pas les règles? Oui. Oui, c'est réglé. Parce que comment nous on peut savoir, c'est qu'il y a des plaintes des gens. C'est là quand on se dit, il y a quelque chose d'avançant, ça. On n'est jamais au courant. Si ça se passe dans les vallées. Moi, je vais nettoyer un peu la vermine. Ouais, t'as raison, heureusement qu'il y a pour aussi, sans ça... Et vous aussi? Guy est le spécialiste de la plainte. Plus de 300, mais en Polynésie, très peu aboutissent. Ok, dans les dents, pareil. Sur ce dossier, il a obtenu qu'un inspecteur de l'environnement confirme l'infraction de l'entreprise pour défrichage illégal. Mais ici règne un sentiment d'impunité. Alors cet été, Guy veut s'en prendre aux responsables politiques. Et les responsables, ils sont là. Au palais présidentiel de Papeete, une ancienne caserne militaire rénovée pour 40 millions d'euros par l'ancien président de la Polynésie française, Gaston Floss, aujourd'hui mis en examen pour détournement de fonds publics. Une folie somptueuse désormais occupée par l'actuel patron du pays, Oscar Temaru. Un indépendantiste, plus à l'aise en basket qu'en costume-cravate. Ah, c'est pas mon bureau, ça. Hein. C'est pas mon bureau. Nous avons été contre la construction de ce palais présidentiel. On m'a presque forcé la main pour venir ici après mon élection en 2004. Ça a été très difficile. Je ne voulais pas venir ici. Je ne me sens pas à l'aise ici. Et je ne me sens toujours pas à l'aise ici. Je ne suis pas chez moi ici. Indépendantiste au point de s'affranchir des traditions républicaines. Vous n'avez pas de photo de Nicolas Sarkozy dans votre bureau? Ah non, non. Par contre, j'ai la photo du flamboyant qui est de chez moi à la fin. Quand il est en fleurs, ça veut dire que les oursins également sont pleins. Hein, que c'est poissonneux, que c'est le bon moment pour aller à la pêche. Oscar Temaru, 30 ans de carrière politique, est un habitué du pouvoir en Polynésie, où ministre et président changent souvent. Le gouvernement de cet ancien douanier compte 16 membres, dont un ministre de l'écologie. Toute une élite locale qui gère avec une très grande autonomie un petit pays de 260 000 habitants. Une gestion qui se dit soucieuse d'environnement. Le lendemain matin, départ pour un atoll lointain, à 4 heures d'avion de Tahiti. Nous sommes invités par le président à suivre ce déplacement. Il voyage avec son ministre de l'Agriculture. Et ils ont un problème important à régler. Dans quelques îles, les cocotiers sont menacés par un insecte. Il faut stopper ce fléau.
Les bourgeons des feuilles de cocotier là, sont attaqués par les larves de brontispa. Et il faut qu'on amène un prédateur pour tuer les larves. La solution est dans ce tube à essai. Ce sont des micro-guêpes. Et l'atoll à sauver, c'est celui-ci, Napuka, 8 km², 315 habitants et des milliers de cocotiers qui font vivre toute l'île. En Polynésie, pour chaque déplacement présidentiel, tout commence par un collier de fleurs et par des chansons. C'est l'hymne polynésien chanté par la chorale de Napuka. Mais nous sommes en France. Alors, devant son président, même indépendantiste, Napuka chante aussi la Marseillaise. Cette fois-ci, Oscar Temaru n'applaudit pas. Partout flotte le drapeau indépendantiste. Ça vous fait quoi de voir ces enfants chanter la Marseillaise sous le drapeau français et sous le drapeau indépendantiste en même temps? Non mais j'aimerais vous poser à vous la question. C'est ridicule, non? Maintenant, il faut aller sauver les cocotiers. Dans les bagages du président, en plus des guêpes, il y a de l'engrais, 300 kilos. Ce bus, c'est le seul de l'île. L'escorte présidentielle, ce sont ces vélos et ces scooters avec encore le drapeau indépendantiste. En chemin, le président baptise un bateau et enfin, il peut aller sauver les cocotiers. Et là, Oscar Temaru est vraiment dans son élément. Ah non, je préfère être sous les cocotiers que d'être à Tahiti. Dans ce palais présidentiel, je suis tellement mieux ici. Ici, les cocotiers malades ne donnent plus de noix quand ils n'ont pas perdu leur tête. La presse est là car il faut montrer aux Polynésiens que la menace est réelle. Alors le ministre de l'Agriculture fait la leçon. Le brontispa, et ça fait crever le cocotier. Ça le brontispa. Donc il suffit qu'on lâche les prédateurs, les parasitoïdes, de tétra, et ça permet d'éliminer au fur et à mesure. L'enjeu est majeur, car le copra, la chair de noix de coco séchée, fait vivre 12 000 personnes en Polynésie. Une agriculture fortement subventionnée qui permet de maintenir le niveau de population dans les îles. L'indépendantiste Oscar Temaru en fait aussi un symbole culturel. Toutes les médecines traditionnelles de notre pays, on utilise toujours, que ce soit la noix de coco ou l'eau de coco ou les feuilles de coco. On a besoin du cocotier, c'est un arbre qui fait partie de la culture de notre pays. Alors il ne faut pas laisser mourir les cocotiers. Un peu d'engrais pour cette cocoterie, mais pas de lâcher de guêpes tueuses de larves. Il y a trop de vent. L'ingénieur agronome devra attendre une météo plus clémente. Retour à Papeete avec Dominique, qui vient de repérer un dealer. Là, il s'est barré sur l'étoile, mec. L'homme vient de s'enfuir. Il faut le retrouver. Bonjour, vous avez pas vu deux jeunes à pied avec un sac à dos là? Des jeunes à pied? Ouais, avec un sac à dos. Ouais, au-dessus. Merci. Ah non, c'est pas eux. C'est pas lui? Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Laisse-toi. Pourquoi tu te barres? Pourquoi tu te barres? Pourquoi tu t'es barré comme ça? Non. Allez, reste calme. Reste calme. Reste avec moi. Viens. Viens, on va à la brigade. C'est que du paca que t'as dans le sac. Chut, non, mais c'est pas grave. Allez. Mets-toi dans le fond. Non, on met pas les menottes. On met pas les menottes. Papa, t'en mets les menottes, c'est pas un criminel, man. Maman, on va pas user la force. On va pas faire de la force. Il y a tes enfants, il y a ta femme qui est là, on va pas user de la force. Allez, monte, s'il te plaît. Et va dans le fond. Va dans le fond.
Que 6? Tu nous fais chier pour 6 sticks? Mais ça sert à rien de te barrer comme ça. Pourquoi tu te barres comme ça? Direction la brigade de phare, On reste derrière lui. où l'homme va subir un interrogatoire. Merci toi. Sur lui, il n'a que 30 €. C'est un petit dealer. Il avoue sans difficulté. Tu me dis que tu as acheté une boîte de vodka. Et pourquoi je les retrouve comme ça? Tu veux les revendre? Honnêtement. C'était pour les revendre, ça? Oui. Allez, c'est rien. D'accord. Voilà, c'est pas compliqué. 18 août, ça ira plus vite. La boîte, si c'était la boîte, tu l'aurais fumé directement. Là, si tu positionnes avec un aluminium, c'est pour revendre. C'est tout simple. Le PACA, c'est juste pour améliorer l'ordinaire, mettons pour les repas, ainsi de suite. C'est vraiment pas le gros trafiquant. Mais là, surtout, il a surtout peur, c'est sa femme, son beau-frère, parce que je pense qu'il va se prendre une petite rousse en rentrant, quoi. Maintenant, t'as joué, t'as voulu jouer. Mais si ça peut te servir de leçon pour plus recommencer. En 2 mois, Dominique a arrêté 12 dealers. À Papeete, sa banlieue, on trouve une dizaine de gros points de vente, un commerce qui ne se cache pas. L'un des dealers a accepté de parler. C'est de l'argent facile. La semaine, on peut arriver à 500 000, des fois 1 million. Soit de 4 000 à 8 000 €. Et il y a des clients qu'on apprécie particulièrement. Quand c'est un touriste, nous, ce qu'on fait, on augmente le prix. Si la boîte elle vaut 3 000, nous, on la fout à 9 000, sinon 10 000 la boîte. Toi, c'est ça ou rien. Hein? Mais ce qui fait aussi grimper le prix, c'est l'action de la gendarmerie. Si les flics commencent à arracher, le cours commence à monter, 5 000, 7 000, et des fois les boîtes peuvent arriver à 10 000 une boîte. Une consommation toujours en hausse, malgré les risques pour la santé. Ces 3 dernières années, les gendarmes ont mis les bouchées doubles sur l'arrachage de Pacalolo. Et ce matin, à la brigade, le chef de Dominique a reçu un tuyau sur une plantation. La police municipale a eu un renseignement sur la présence de Pacalolo au niveau d'une habitation dans le quartier situé derrière. Vous, avec votre équipe, vous intervenez en renfort. Dès qu'on a confirmation, on intervient en force pour interpeller l'individu et récupérer du Paca. Ok, ça marche. Pas de questions? Non. C'est parti. On va chercher de la terre, on va dans le pitot et Une grosse plantation en ville, la possibilité d'arrêter les planteurs. L'affaire s'annonce prometteuse. Ce serait là, juste au-dessus du terrain de foot, dans la forêt tropicale. Le vieux là, son pied. Mais normalement, la plantation, elle est derrière les sapins. Donc il faut juste prendre. Ouais, c'est bien la vôtre. Ouais. Tout le succès de l'opération dépend de la discrétion de l'approche. Il y a des gars là-haut. Il y a des gars? Ouais, il y a des gens là-haut. T'as va. La scène, tu vas avec lui. Comment? Attends. Allonge-toi, bouge pas. Et allonge-toi. Allonge-toi, enlève ta main. Enlève ta main, je t'ai dit. Le planteur est abasourdi. Il n'a rien vu venir. Non mais force pas. Comment tu t'appelles, chef? Comment tu t'appelles? Hein? Tu dis comment? Il est 10 h, tu es en garde à vue. Par un médecin, il doit de t'entretenir avec un avocat. Et ça parle de même. Tu vois, t'as les plans de Paca. Un second planteur est aussi interpellé. Pour nous, pour toi et pour l'autre. Ah, ok. On est sur place. Ouais, les mecs étaient sur place, donc il y en a un qui a une jambe en moins, donc il ne pouvait pas courir. Et puis l'autre, on est arrivé quasiment de dos, donc il a été un peu surpris. Les planteurs ont manqué de vigilance, mais ils avaient de quoi se défendre. Vous voyez ça, on va fabriquer des armes. Ouais, c'est pour défendre leurs pieds. Défendre qui? Ben, je sais pas qui. Peut-être la police, bien les gendarmes. Bien les voleurs. Les gendarmes n'en reviennent pas eux-mêmes. Ce n'est qu'une fois sur 30 qu'ils réussissent à arrêter les planteurs. La chance est avec.
Et ils n'ont pas bougé. Donc juste ici, vous pouvez voir là, ici le paca qui est en cours de séchage. Donc là, il est presque sec. Et ici, c'est le paca qui est prêt à la vente. Donc là, il le protège d'un film papier, ici, pour éviter que la rosée du matin puisse venir humidifier le paca. Sinon, il pourrit. Et voilà une belle tête. Au total, la plantation compte 198 pieds. Ça, c'est du réel. Hein. Les gendarmes vont tout détruire, sous les yeux des planteurs. C'est la première fois que tu te fais attraper? Non. T'as déjà fait de la prison? Cet homme n'a pas d'autre métier. Son champ lui rapportait 1 000 € par mois. Tu ressens quoi quand tu vois les gendarmes détruire ta plantation? C'est pitié. Pitié. C'est ça avec mes enfants. Les soldats, les coupés, les soldats. Là, il y a eu des bruits de scooters. Là. Il y a 2-3 scooters qui étaient en bas. Ils ont dû voir nos véhicules en bas. Et là, ils se doutent très bien qu'on a trouvé la plantation. Donc là, ils ont dit c'est pas le moment de pouvoir acheter. Donc c'est fini pour ce plan-là. Donc ce spot, parce qu'ils appellent ça des spots, un peu comme les surfeurs. Les gendarmes saisissent le pack à lolo et emmènent leurs 2 suspects. Ils savent qu'en bas, un comité d'accueil les attend. Là-bas les jeunes. Allez, file là-bas, file là-bas. On a assez vu déjà. Les mecs, ils attendaient pour venir acheter le séché là. Ce qui est bien, c'était bon à vendre là. Bah, ils sont pas là pour faire du sport. Hein. Eh, on s'est déjà vu nous. Allez. La récolte du jour est très bonne pour les gendarmes, car en Polynésie, seulement 17 trafiquants comme ces deux-là ont été arrêtés en 2008. Les 2 hommes sont placés en garde à vue. Ils risquent théoriquement 20 ans de prison et 7 500 € d'amende. Quant au pack à lolo saisi, il devrait être conservé comme pièce à conviction, mais les quantités sont telles que les gendarmes ont obtenu l'autorisation de le détruire. Et cela se passe juste derrière la gendarmerie. Je dis rien que les pieds brûlés, il y en a pour 4,5 millions de CP. Plus les boîtes, on avoisine les 5 millions, 5 millions 5. Soit 46 000 €. Et cela ne risque pas de s'arranger. Les peines prononcées contre les trafiquants ne sont généralement pas appliquées. Ici, il n'y a qu'une maison d'arrêt. Métropole, on peut plus les dispatcher sur différentes maisons d'arrêt. Ici, il n'y en a qu'une. La prison de Nutania est la plus surpeuplée d'Europe. Résultat, 800 condamnés sont actuellement en liberté en Polynésie française. À Tahiti, ceux qui enfreignent la loi ne sont pas toujours poursuivis. Guy Jacquet, qui se bat pour préserver l'environnement, a porté 3 fois plainte contre la commune de Faa, dont la décharge ne respecte pas la réglementation. Et toutes les plaintes ont été classées sans suite. Il faut dire que le maire de Faa n'est autre qu'Oscar Temaru, l'actuel président polynésien. Bientôt, ces déchets vont être poussés au fond et ils vont emmener avec des bulldozers, ils vont remblayer avec de la terre. Et quand ça se remplit, eh bien, il y a le méthane qui va sortir, ça va s'enfumer, comme il y a un mois à peu près. Et la fumée s'est propagée dans presque tous les quartiers avoisinants de la commune de Faa et ça a duré 48 heures. Guy vient voir le directeur du site. Il veut savoir si Oscar Temaru a pris des mesures pour améliorer la situation de la décharge. Pour l'instant, on a évacué les eaux pluviales sur le côté. Donc après ça arrive à notre drain là-bas, on essaie de retenir le maximum, mais bon. Il y en a quand même qui partent dans le lagon. Il y en a quand même qui partent dans le lagon. Un peu comme nos stations d'épuration d'eau usée qui rejettent dans le lagon. Pour Guy Jacquet, c'est encore plus grave si le responsable est le premier homme politique de Polynésie. Déjà, dans la commune même du président de pays, le président de pays ne donne pas l'exemple, alors va-t'en.
c'est le président qui devait commencer à donner l'exemple au niveau de ses concitoyens. Oscar Temaru le voilà. Il arrive sur l'île de Raiatea, où il doit justement lancer une grande politique de gestion des déchets. Mais d'abord, il y a le protocole. Monsieur le Président, c'est pas trop lourd, tous ces colis? Ah, j'ai dû déjà en enlever. Hein. Et c'est la coutume, c'est la tradition, c'est comme ça. C'est une joie. C'est pour inaugurer ce broyeur de déchets que le président est là. Une machine qui réduit les canettes d'aluminium, les boîtes de conserve et les bouteilles de verre en petits débris. Et en Polynésie, c'est comme cela que l'on pratique le recyclage. Pas de transformation des déchets, mais un enfouissement. L'idée, c'est même d'en faire de l'engrais pour les cocotiers. D'abord, on les élimine, on les ramène à la terre, ils viennent de terre. Et ensuite, nous avons toujours fait ça depuis des années, tout ce qui est conserve, la tôle, comme ça. Parce que quand le cocotier pousse les racines, puise également la nourriture de la terre, bien sûr, et des déchets métalliques. Et c'est écologique comme procédé? Oui, tout à fait. Ça donne le cas parce que les cocotiers, ils ont besoin des oligo-éléments comme le fer, le manganèse. Mais voilà, ce procédé est une hérésie. Le verre ne nourrit pas les cocotiers et l'aluminium pollue gravement les sols. Pire, ces déchets mettront entre 50 ans et 1 million d'années pour se décomposer. À se demander si Oscar Temaru est bien conseillé. L'occasion idéale pour lui demander de s'expliquer sur le désastre de la décharge de Faa, la commune dont il est le maire. Vous sacrifiez Faa ou pas? Non, on ne sacrifie pas Faa. Nous sommes dans une commune urbaine là, hein, et il y a beaucoup plus de monde et il y a beaucoup plus de consommation de produits qui viennent de l'étranger et il y a moins de terres agricoles. Mais il faut quand même recycler tout ça et essayer de réduire également tout ce qui est déchets et réutiliser ce que peut être réutilisé. De belles paroles, mais la décharge du président attend toujours des actes. Nous retrouvons Patrick et Noémie, les jeunes Marseillais, sur l'île de Moorea, un petit paradis pour touristes. Patrick s'apprête à réaliser un de ses rêves. Voilà, monsieur Lokai. Pour pouvoir jouer avec Monsieur Lokai, le dauphin, le couple a déboursé 400 €. Mais de toute évidence, Patrick s'en souviendra toute sa vie. C'est magnifique. Un petit smiley. Ah ouais. Il a la larme. C'est beau, hein. Un gros bisou sur le rostre, là où il n'y a plus de peinture. Et après, tu peux essayer de faire un sourire en photographie. Il y a de l'amour là. Parce qu'elle va pas partir avec le dauphin. Mais ce voyage de noces commence à coûter cher. Il y a combien le CD? 6600. Ça fait 60 €. Pour un CD de 5 photos. Mais on peut aussi les acheter à l'unité. 4 et 5 mois dernier. Et 5 toi. Et 14 € la photo. Non, 14 € la photo, c'est un bras, on la paye 50 Oui. centimes chez nous. Oui. La photo. Non mais... C'est cher de voyager en police? Ouais, je crois que ça devient cher, de plus en plus cher. Un peu, ouais. Finalement, ce sera le CD à 60 €. 1600. Merci, oui, c'est ça. Voilà. J'espère revenir un jour. Mais il n'est pas là et j'ai les personnes qui sont ici. Ouais. Alors, on reviendra. Hein. On reviendra dans 6 ans, quand on aura renfloué. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.
La Polynésie est une destination de luxe qui plaît encore aux touristes français. Mais les visiteurs américains ou japonais, une autre clientèle traditionnelle de l'archipel, ne viennent plus. 40% en moins pour cette saison. Ce petit paradis français du bout du monde a du pain sur la planche pour rester à la hauteur de son mythe.